Bonjour chers frères et sœurs, salut à vous qui aimez l'histoire. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est à la fois historique et très actuel. Oui. Souvent, c'est un sujet dont on parle concernant la science politique. Ce sont les géostratégies mondiales. Les géostratégies mondiales. Dans géostratégie, c'est-à-dire il y a géo, espace, et puis stratégie, c'est-à-dire des façons de faire, des techniques politiques. C'est ça les stratégies. Des plans pour aborder des questions, ainsi que leur mise en œuvre, la mise en œuvre de ces plans-là. C'est ça les géostratégies mondiales. Mais c'est-à-dire que c'est des stratégies dont on veut faire de la dimension une dimension internationale. Voyez-vous, aujourd'hui on parle beaucoup de géostratégie mondiale. On pourrait dire aussi géostratégie internationale. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. La géostratégie, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis l'Antiquité égyptienne, il y avait la géostratégie. Quand les peuples du Moyen-Orient sont venus attaquer l'Égypte pharaonique, qui était bien sûr nègre, ça on ne revient pas là-dessus. Mais, qu'ont fait les pharaons d'Égypte? Ils ont tenté, ils ont amoindri la menace de ces populations-là. Quelquefois même, certaines de ces populations ont été utilisées par les pharaons comme mercenaires. C'est ainsi qu'on a vu des Libyques, c'est-à-dire la zone de la Libye actuelle, les tribus, ce qu'on appelle les tribus libyques, est utilisée comme mercenaires, est utilisée comme force de travail. Vous voyez? Et les mettre sous des contraintes. Et puis créer des verrous de protection autour de l'espace de l'Égypte antique pour être protégé des menaces et des pillages et des attaques de ces autres populations. Vous comprenez? C'est ce que les pharaons ont fait. Quelquefois, ils sont allés jusqu'à épouser des filles, disons, des dirigeants de ces peuples-là. Vous voyez? Qui pouvaient menacer l'Égypte. C'est comme ça d'ailleurs que il y a eu un métissage en Égypte antique. Au niveau de la Rome, de l'Empire romain. Mais au départ, d'abord la République et puis ensuite l'Empire, c'est parti de quoi? C'est parti de qui? C'est parti des citoyens romains. Et surtout des patriciens, c'est-à-dire les grandes familles dirigeantes de Rome. Mais quand Rome commence à faire des conquêtes, après avoir vaincu les Carthaginois, et puis après avoir commencé à faire, après que la Rome ait commencé à s'étendre autour de la Méditerranée, il a fallu de nouvelles stratégies. Ah oui, il a fallu de nouvelles stratégies. C'est comme ça qu'on va avoir des gens qui ne sont pas au départ du Latium, c'est-à-dire du territoire des peuples latins, dont Rome était une cité qui est devenue un empire. Mais ils vont permettre à des gens qui ne sont pas latins d'origine d'obtenir la citoyenneté romaine. Vous comprenez? C'était une stratégie d'obtenir la citoyenneté romaine. Et même ils intégraient dans les légions romaines des gens qui ne sont pas des latins. C'était une stratégie. Vous voyez, c'était une stratégie. D'ailleurs, on a vu le cas d'un des fils, et quelquefois aussi, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les chefs vaincus, quelquefois, ils prenaient leurs fils comme otages qu'ils amenaient à Rome pour leur donner une éducation romaine. C'est ainsi qu'il y a un, je crois qu'on l'appelle Germanicus, si je ne me trompe pas, qui était le fils d'un chef d'une tribu germanique, qui a été élevé à Rome. D'ailleurs, c'est lui qui, au dernier moment, a retourné sa veste, a montré la stratégie
des Romains au peuple germanique, c'est ainsi qu'ils vont infliger une grande défaite à l'armée romaine dans l'espace germanique. Si bien que l'espace germanique n'a pas pu être romanisé, comme les zones des peuples celtes. Vous voyez, comme les zones des peuples celtes. Les peuples germaniques n'ont pas été romanisés comme les autres. Donc, oui. Donc ça, tout ça, c'était des stratégies. C'était des stratégies. Oui. Et quelquefois, il fallait payer une certaine somme, bien sûr avec la monnaie romaine qu'on appelle le sesterces. Tu payes une certaine somme à l'empereur et puis l'empereur t'octroie la citoyenneté romaine. Parce que la citoyenneté romaine donnait certains avantages. Si tu n'as pas la citoyenneté romaine, mais tu es désavantagé dans cet empire-là. Vous voyez. Donc, c'était aussi une stratégie de gestion de l'espace, des espaces conquis. Alors, aujourd'hui, on parle de stratégie mondiale, de géostratégie mondiale. Mais pour parler de la géostratégie mondiale, j'ai eu à échanger une fois sur la géostratégie mondiale avec un collègue. Pour lui, il voit cela comme, disons, une félonie. Parce que, effectivement, quand on observe, c'est comme une sorte de félonie. C'est-à-dire des gens qui utilisent des stratégies pour affaiblir les autres, pour être le plus fort. Donc, c'est-à-dire que cette géostratégie mondiale et internationale se fait en dehors de l'esprit de justice. Ça se fait en dehors de la justice, en dehors de la vérité, en dehors du respect du droit. Il a dit ça, il a dit oui, c'est ce que les gens font. Mais ce n'est pas bon d'enseigner cela. Parce que si on enseigne cela, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la géostratégie mondiale ou les géostratégies mondiales, ce n'est que la loi de la jungle. C'est-à-dire la quête de la loi du plus fort. Mais le plus fort n'est jamais toujours le plus fort. Vous voyez? Et c'est ce qui se passe. Donc la géostratégie mondiale est aux antipodes de la justice, du droit international. Vous voyez? Par exemple, on voit la géostratégie de l'endettement, la stratégie de l'endettement. Endetter des pays. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on utilise, comment on appelle cela, les organisations spécialisées des Nations Unies. Vous voyez? On a vu un grand général américain, je crois, on l'appelle Powell, je crois, aller mentir à la tribune des Nations Unies pour dire que l'Irak de Saddam Hussein a des armes de destruction massive pour aller bombarder l'Irak. Et puis ensuite prendre Saddam Hussein. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu ces armes de destruction massive. Tout ça, ce sont des géostratégies, mais aussi qui utilisent le mensonge. On a vu le cas de la Libye de Kadhafi, où on a vu le président Nicolas Sarkozy de France user de mensonges pour dire que non, que Kadhafi veut détruire son propre peuple, notamment qui est à Benghazi. Et voilà qu'aujourd'hui, la Libye est un chaos. La géostratégie du mensonge. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Et si bien que c'est comme si on ne veut plus respecter la sacro-sainte règle qui, après la Seconde Guerre mondiale, disait quoi? Ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures d'un État, dans les affaires intérieures d'un pays. Tout ça est mis de côté. Et on voit les Nations Unies qui veulent certifier des élections dans des pays, hein, qui veulent dire, oui, c'est celui-là qui a été élu et l'autre n'a pas été élu. C'est comme si on veut mettre de côté les lois, les constitutions que chaque pays se donne. Mais ça crée un chaos international. Ça crée un chaos international. Pourtant, eux, ces pays dits développés, ils n'aimeraient pas qu'on se mêle de leurs affaires. Vous vous mêlez des affaires des autres. Et puis vous ne voulez pas qu'on se mêle de vos affaires. C'est pour ça que finalement, on voit que cette géostratégie mondiale et internationale, c'est une véritable félonie. C'est une félonie. Hein? Et l'une des stratégies de cet espace-là, la géostratégie mondiale internationale, c'est quoi?
c'est d'installer des bases militaires un peu partout. On installe des bases militaires un peu partout. Même depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on voit l'Allemagne est la première puissance de l'Union européenne. L'Allemagne subit encore l'humiliation des bases militaires américaines en Allemagne. Après la guerre du Pacifique, durant la Seconde Guerre mondiale, mais les bases militaires américaines sont encore au Japon. Vous voyez? C'est ça le problème. Et beaucoup de Japonais, de temps en temps, manifestent pour demander le retrait de ces bases militaires américaines au Japon. Mais l'Amérique refuse. Vous voyez? C'est comme si, alors, l'Amérique piétine la dignité nationale du Japon. Vous voyez? Et on utilise donc des bases militaires un peu partout. Alors, en Afrique, on n'en parle pas. Ce prétendu terrorisme-là sert de prétexte pour installer des bases un peu partout. Sans compter la stratégie de la gestion de la colonisation de façade, enfin de la fin de l'indépendance de façade après 1960, parce que c'est une indépendance de façade. Le problème de nos pays africains, notamment des pays francophones, le problème c'est l'indépendance. Nous ne sommes pas encore indépendants. C'est ça la vérité, les frères. Nous ne sommes pas indépendants. Et on signe des accords secrets. On dit que c'est des accords secrets. Les peuples ne connaissent pas ces accords-là. Et on dit non, il faut appliquer ces accords secrets. Et ces accords secrets, c'est l'installation des bases militaires. C'est l'installation des bases militaires qui sont des véritables États dans l'État de nos pays d'Afrique. C'est ça la réalité de ce qu'on appelle la géostratégie mondiale. Les bases militaires installées partout. Aujourd'hui, le pays où il y a des grosses bases installées, c'est Djibouti. Parce que Djibouti fait quoi? Fait face à la mer Rouge. Fait face, disons, à une zone où passent la plupart des navires qui vont prendre le pétrole au Moyen-Orient. Ou dans le Golfe Persique. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, l'Iran veut empêcher ce contrôle à 100% du Golfe Persique par les Américains et par leurs alliés. Vous voyez? La question de la géostratégie. Un autre aspect de cette géostratégie mondiale, c'est l'espionnage à grande échelle. C'est l'espionnage. Beaucoup de diplomates qu'on voit dans nos pays ne sont pas des enfants de cœur. Souvent, ce sont des espions. Vous voyez, ce sont des espions. Des James Bond dissimulés. Des James Bond à la carte dissimulés. Vous comprenez? Quelquefois, ils sont là. On dit qu'ils sont attachés militaires. Ou bien même on dit non, c'est des coopérants, etc. Mais ce sont des espions, en fait. Ce sont des espions. Ce sont des espions. Et l'une de ces géostratégies, mais je peux dire que c'est la capture de l'Organisation des Nations Unies. Il y a une capture de l'Organisation des Nations Unies et de ces organismes spécialisés. Dernièrement, et encore maintenant, on en est témoin avec l'attitude de l'OMS devant le coronavirus. Tout s'est passé comme si l'OMS refusait systématiquement tous les remèdes qui étaient proposés. Que ce soit le remède proposé par un médecin français, je crois qu'on appelle, je ne connais même pas son nom, un médecin français qui a proposé un médicament à base de chloroquine, que ce soit le remède proposé par Madagascar, que ce soit le remède proposé par un scientifique congolais, que ce soit le remède proposé par un scientifique béninois, je crois qu'on appelle Valentin Agon, etc. Ils refusent. Ils refusent systématiquement. Ils ne veulent même pas prendre des experts pour analyser, pour voir l'efficacité. Ils disent non, non, non. Pour eux, ils veulent un vaccin. Mais vous voulez un vaccin, pourquoi? Mais ceux qui sont malades en attendant que vous trouviez le vaccin, là, on ne doit pas les soigner. Vous voyez? C'est ça la capture des organisations internationales, des organisations spécialisées des Nations Unies. Voilà un exemple partant.
Il y a aussi la stratégie du dollar. Les Américains savent qu'il y a beaucoup de faux dollars qui circulent dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus l'étalon or. On a fait du dollar un étalon. Alors que le dollar n'est pas toujours solide. Quand les États-Unis connaissent des crises, alors on fait comment? Voilà le problème. Alors la crise devient pratiquement mondiale. On a vu ce qui s'est passé avec la crise de 1929. C'est devenu une crise mondiale. La colonie de Côte d'Ivoire a subi les contre-coups de cette crise-là en 1930. Vous voyez? Donc c'est ça. Maintenant, il y a certains pays qui veulent contrer ces géostratégies mondiales des pays occidentaux. C'est ce qu'on a appelé les pays du BRIC, je crois. Brésil, Russie, Inde, Chine. BRIC. Brésil, Russie, Inde, Chine. Vous voyez? D'ailleurs, pour briser la géostratégie du Fonds monétaire international, Kadhafi voulait créer un fonds monétaire africain. C'est l'une des raisons pour lesquelles on l'a éliminé. Après, même, ils sont venus avouer ça. Hein. Donc, je ne dis rien de nouveau. Il ne faut pas supprimer ma vidéo. Il y a une vidéo qui circule qui a dit, où ils ont dit. D'ailleurs, c'est Mme Clinton qui l'a dit. Elle dit, on a allé, on a bombardé, et il est mort. C'est dans cette vidéo-là, elle parle de ça. Vous voyez? Donc, c'est cela. Oui. La Russie, elle aussi, devant cette situation de la géostratégie des pays occidentaux, elle aussi a mis en place une géostratégie. On a vu comment elle a récupéré la Crimée. Et elle a mis en garde tous les pays dans lesquels il y a des minorités russes. Bon, parce que c'est la conséquence de l'éclatement de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Un peu partout, il y a des minorités russes. Or, quelquefois, les gens veulent en faire des citoyens de seconde zone, mais la Russie n'accepte pas cela. D'où la guerre qui se passe en Ukraine. Et d'où le fait que les Russes ont récupéré la Crimée. D'ailleurs, c'est Nikita Khrouchtchev, qui était lui-même secrétaire général à l'époque de l'Union soviétique, qui est lui-même un Ukrainien. C'est lui qui a rattaché la Crimée à l'Ukraine. Mais voilà qu'aujourd'hui, Poutine a fait en sorte que la Crimée revienne à la Russie. Vous voyez. Et la Russie met en garde tous les pays dans lesquels il y a des minorités russes. Si vous les traitez comme des citoyens de sous-zone, de seconde zone, vous aurez affaire à l'armée russe. L'armée russe aussi a déployé ses forces. On l'a vu prendre pied même en Centrafrique. Et c'est elle qui a empêché la chute dont voulaient les pays occidentaux du régime de Bachar el-Assad. Vous voyez? Elle a une base navale en Syrie. Et il n'était pas question qu'on utilise les djihadistes de Daesh pour venir détruire cette base-là. Donc voilà le problème. Vous voyez? Voilà le problème. Aujourd'hui, l'une des géostratégies, c'est la conquête de l'espace. Il y a tellement de satellites autour du globe terrestre. Si bien qu'il y a beaucoup de débris. Parce que quand ces satellites deviennent obsolètes, bon, c'est comme un débris qui tourne autour de la Terre. Vous voyez? Et à partir de ces satellites-là, mais les gens font de l'espionnage. À partir de ces satellites, les gens font de l'espionnage. C'est à partir des satellites que le président Kennedy, le président américain John Fitzgerald Kennedy s'est rendu compte que l'Union soviétique à l'époque avait installé des missiles balistiques à Cuba. C'est ce qui a créé la crise de Cuba. Mais aujourd'hui, à partir des satellites, ils voient tout. Ils voient tout, ils observent tout. Mais les pays comme la Russie, la Chine, l'Inde et même l'Iran ne veulent pas laisser ces pays occidentaux être les maîtres de l'espace, du ciel. Non. Ces pays aussi envoient des satellites. Voilà. Alors, comment alors au Sahel, on peut laisser des djihadistes attaquer ici ou là? Or, on suit tous les mouvements, on voit leurs mouvements. Vous voyez, c'est ça le problème. On voit les mouvements, on les laisse.
Ils viennent même, ils tuent des soldats français, on laisse. Parce qu'on veut ça ainsi ou bien. Et ils viennent massacrer des populations innocentes. Oh, on les suit, depuis l'espace, on les voit. Et aujourd'hui, donc, l'espace est occupé par des satellites de différents pays. Parce que les autres ne veulent pas se laisser être espionnés seulement par les Occidentaux. D'ailleurs, il y a une année, je ne sais pas en quelle année exactement. Mais qu'est-ce que la Chine a fait? L'un de ces satellites qui est devenu obsolète, qu'est-ce que la Chine a fait? La Chine a tiré un missile depuis la Terre pour détruire ce satellite. Mais ça, c'était un langage diplomatique adressé aux pays occidentaux, notamment aux États-Unis, pour leur dire que nous, là, nous avons les moyens militaires de détruire vos satellites. Parce que vos satellites, là, sont des stations d'observation, d'espionnage. Nous pouvons les détruire à partir de la Terre ici, avec des tirs de missiles bien précis. Donc, vous voyez la géostratégie mondiale qui se déroule sous nos yeux. Alors, devant la stratégie d'une volonté seulement de domination, de puissance, d'écrasement des pays faibles, la Chine propose quoi? Ce qu'elle a appelé win-win. C'est-à-dire une coopération gagnant-gagnant. Tu gagnes, je gagne. C'est ce que la Chine propose. Oui. Nous, on peut construire vos infrastructures. Vous avez besoin d'infrastructures. Vous avez besoin de routes. Vous avez besoin de chemins de fer. Vous avez besoin de ports, etc. Nous, on peut construire ça pour vous. En retour, donnez-nous vos matières premières. Vous, les Africains, vous avez beaucoup de matières premières. On va faire cela. On va construire des infrastructures dont vous avez besoin. Et puis, bon. Et puis, en retour, vous allez payer ça avec vos matières premières. Vous n'avez pas besoin de vous endetter comme vous le faites auprès des pays occidentaux pour mettre en place vos infrastructures. Quelquefois, ces infrastructures mises en place, il faut les rembourser pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et ça grève vos budgets. Voilà. Donc, la Chine dit gagnant-gagnant. Vous voyez? Donc, c'est cela. Donc, les géostratégies sont nombreuses. L'une des géostratégies, notamment, bon, je vais terminer par là pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Sinon, sur la géostratégie, on a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je ne fais pas la science politique, mais je suis un observateur des relations internationales. Vous voyez? Notamment l'Arabie Saoudite. D'abord, l'Arabie Saoudite doit être le leader du monde dit islamique et de l'organisation des pays arabes. Vous voyez? L'organisation des pays arabes. Alors, autre chose, à coup de pétrodollars, elle finance l'islam rigoriste qui est appliqué chez elle, notamment le wahhabisme. Le wahhabisme. Et on dit que c'est Abdul Wahhab qui a été un réformateur. Or, le Coran dit qu'il n'y a rien à réformer dans l'islam. Alors, il s'est dit réformateur. Et c'est cet islam rigoriste-là où on voit des femmes qui sont totalement voilées. Elles ne voient même pas leur vue, ça joue sur leur vue. Alors que le voile, ça date depuis l'Antiquité. Quand vous regardez les tablettes cunéiformes depuis Hammurapi, mais les femmes étaient voilées. Donc ce n'est pas nouveau. Cet islam rigoriste-là, vous voyez, sans aucune empathie pour les autres, ou si tu n'es pas wahhabia, même si tu te dis, même si tu es musulman, ils disent que toi tu n'es pas un bon musulman. Comme si Dieu leur a donné le pouvoir de décréter qui est bon musulman et mauvais musulman. Si bien que l'Arabie Saoudite finance beaucoup de groupes djihadistes. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Ceux qui ont fait les attentats du 11 septembre aux États-Unis, mais c'est pas s'ils sont 13, ils étaient 13 terroristes, mais presque 11 étaient de nationalité de l'Arabie Saoudite. Vous voyez? Ils étaient de l'Arabie Saoudite. Et curieusement, les États-Unis vont attaquer l'Irak. Alors qu'ils ont vu que la plupart des terroristes étaient des citoyens saoudiens. Vraiment, c'est curieux. Parce qu'ils ne veulent pas dénoncer, d'après eux, un allié à cause du pétrole.
Mais pourtant, ces pays occidentaux savent très bien que une bonne partie du terrorisme est financée par l'Arabie Saoudite. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Vous voyez? Ça, c'est clair. Donc, dans cette géostratégie mondiale, il n'y a pas la vérité. Il n'y a pas de vérité. On a vu même l'émir du Qatar, il était impliqué, il a envoyé des forces spéciales en Libye, faire la guerre à la Libye. Vous voyez? Et aujourd'hui, l'une des géostratégies, c'est l'utilisation des forces spéciales. On envoie des forces spéciales. Donc, ça dit qu'aujourd'hui, un pays peut vous faire la guerre sans vous la déclarer. Anciennement, au moins, on déclarait clairement que je suis venu te faire la guerre, je viens te faire la guerre. Mais maintenant, avec les forces spéciales, on était déclaré. On envoie des forces spéciales t'attaquer. Et quand ces gens-là sont pris, le pays qui les a envoyés dit « Ah, moi, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. » On a vu des soldats français, des gens des forces spéciales françaises être pris en Syrie. Mais la France a dit qu'elle ne connaît pas cela. Et même dernièrement, je vais terminer par là, au Venezuela, il y a eu une attaque contre le régime du président Nicolas Maduro au Venezuela. Mais cette attaque a échoué parce que beaucoup de gens, de ces mercenaires-là, il y avait des Américains dedans. Mais l'Amérique de Trump a dit que lui, il ne connaît pas ces gens-là. Que ce n'est pas lui qui les a envoyés. C'est des gens de forces spéciales. Ils ont été pris. Ils ont été pris. Des citoyens américains, on a vu même leurs papiers, on sait que ce sont des citoyens américains. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont échoué? Je ne suis pas sûr que si c'était seulement l'armée vénézuélienne, cette attaque massive aurait échoué. Mais parce qu'il y avait des instructeurs russes. Il y a des instructeurs russes au Venezuela. Près de 200 instructeurs russes et une vingtaine d'instructeurs chinois. Ah, ils ont eu une mauvaise surprise. Ils ont eu une mauvaise surprise. Ouais. Grâce à ces 200 instructeurs russes et 20 instructeurs chinois, ils ont fait échouer cette attaque. Voilà. C'est cela. Et puis aujourd'hui, l'une des stratégies, des géostratégies mondiales, c'est quoi? C'est l'utilisation des médias pour dénigrer un régime quand on ne veut pas de lui. C'est toujours eux qui identifient nos dictateurs. Nous, on n'a rien dit, mais il dit que non, votre président là, c'est un dictateur. Mais il ne vous dirige pas. Comment vous savez que c'est un dictateur? C'est à nous, le peuple, ceux qui le dirigent là, c'est à ceux-là de dire que celui qui nous dirige là, c'est un dictateur. Mais c'est vous chaque fois qui identifiez les dictateurs. Pourtant, avec le néocolonialisme là, mais c'est une dictature contre d'autres peuples que vous faites. C'est une dictature contre d'autres peuples. C'est ça, c'est une dictature contre d'autres peuples. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Oui. Aujourd'hui, j'ai parlé de géostratégie mondiale. Je ne fais pas les sciences politiques, mais je suis un observateur de la scène politique mondiale. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Cocody, dans la ville d'Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.